Oui, bonjour à tous et merci aux organisateurs de cette journée de leur invitation. Alors, mon titre, le titre de ma communication s'intitule donc Il y a laïcité et laïcité, problématisation des positions laïques. Alors, je suis très content de passer après Juliette Grange parce que, en fait, vous allez voir que beaucoup de mes propos recoupe les siens ou les prolonge. Alors, tout serait simple si on pouvait opposer globalement la laïcité au singulier, aux divers cléricalismes et communautarismes. Mais je crois qu'il y a des laïcités. Il y a des laïcités de par le monde, mais il y a des laïcités en France, et je fais référence ici au livre de Jean Bobéro sur les 7 laïcités. Alors, je ne sais pas s'il y en a 7, 8, 9, etc. Donc, ce pluriel de la laïcité complique les choses et en particulier, évidemment, complique la tâche des formateurs et des référents laïcité. Autrement dit, je pense que la loi de 1905 nous laisse un héritage problématique à propos duquel nous les laïcs, ne cessons de nous disputer. Alors je ne vais pas, dans cette communication, évidemment, défendre telle ou telle conception de la laïcité. Je vais plutôt tenter une problématisation des positions laïques. C'est-à-dire à quelle problématique politique, sociale, culturelle, ces positions répondent. J'espère fournir quelques repères pour nous y retrouver dans les divers débats entre laïcs qui ont cours aujourd'hui dans l'espace public. Il importe de comprendre ce qui divise les laïcs à propos de la laïcité. Alors, on a cité tout à l'heure le mot du président de la République, la laïcité, ciment de la France unie. Ben, faut voir. Alors, je vais traiter 3 questions. D'abord, revenir un petit peu sur l'idée de la laïcité à la française, qui a déjà été largement entamée, cette question, tout à l'heure. Deuxièmement, sur l'héritage problématique de la loi de 1905, enfin, quelques problèmes qu'elle nous a laissés. Je n'ai pas de prétention à l'exhaustivité. Et troisièmement, réfléchir un petit peu sur la laïcité et l'islam, c'est-à-dire au fond les problèmes que nous pose l'existence de l'islam, de deuxième religion de France. Alors je vais reprendre ici la substance de 2 textes que j'ai déjà publiés, que je signale dans Éducation et socialisation, numéro 46 de 2017. J'avais écrit Sens et usages contemporains de la laïcité. Et puis dans la revue Ressources, que vous connaissez peut-être, de l'ESP de Nantes, il y a tout un dossier sur la laïcité. Et donc j'avais écrit un article sur problématisation des positions laïques. Voilà, je vais reprendre un petit peu la substance de ces textes. Alors, d'abord, première question, la question de la laïcité à la française. Évidemment, il faut bien partir d'une définition de la laïcité. Alors, j'ai conscience là d'une tâche possible, mais bon, je vais partir de quelque chose de consensuel. La Déclaration universelle de la laïcité de 2005, qui est signée par de nombreux intellectuels de 30 pays différents et qui propose 3 critères. Le premier critère, c'est le respect de la liberté de conscience et d'expression.
Le deuxième critère, c'est l'autonomie du politique et de la société civile par rapport à des normes religieuses ou idéologiques. Et le troisième critère est celui de non-discrimination. Alors, au vu de ces critères, qui sont donc issus d'une réflexion d'intellectuels de plusieurs nationalités, de plusieurs pays, au vu de ces critères, la laïcité n'est pas une exclusivité française. Mais on parle de laïcité à la française. Qu'est-ce qui caractérise alors la laïcité à la française? Alors, ça a été rappelé tout à l'heure dans l'exposé précédent, mais je vais y revenir parce que ça permet de situer ensuite l'héritage problématique de cette laïcité à la française. On peut admettre que la loi de 1905 constitue une solution, provisoire peut-être, je ne sais pas, historique en tout cas, à trois problématiques qui ont marqué l'histoire de la nation. Alors, il y a d'abord celle des relations complexes entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, avec le conflit de l'ultramontanisme et du gallicanisme depuis longtemps, depuis la pragmatique sanction de Bourges, 1438, qui place l'Église de France sous l'autorité spirituelle du pape. Ensuite, il y a la grande étape, la Révolution, avec la constitution civile du clergé, qui est là plutôt un acte gallican. Et le concordat napoléonien, qui est à la fois un acte gallican aussi, puisque ça a été rappelé, les évêques doivent être ratifiés par le pouvoir civil, mais qui concède en même temps la papauté, l'organisation de l'Église. Et pour finir avec la loi de 1905, enfin pour finir, provisoirement. Donc, relation complexe entre le pouvoir temporel et spirituel. Il ne faut pas oublier que ici, le pouvoir spirituel, c'est essentiellement le catholicisme. Ça, c'est très important. La France est un pays catholique. Et donc, je pense que la laïcité, ou ce qui lui ressemble, va être complètement différente dans des pays protestants. Alors, la deuxième problématique est identitaire. La France est la fille aînée de l'Église, comme on dit. Et le catholicisme apparaît comme un élément constituant de l'identité française. Il faut rappeler que dans le concordat napoléonien, en 1814, certes, il y a reconnaissance de plusieurs cultes, mais il reste que les protestants ne constituent que 2% de la population. Beaucoup sont partis à l'étranger, évidemment. Et les juifs, à peine 0,2% de la population. Pour ne rien dire de l'absence des musulmans. Donc on a un concordat, oui, qui reconnaît la pluralité de religions, mais qui essentiellement, finalement, s'adresse à l'Église catholique. La troisième problématique est portée par la lutte contre l'intolérance catholique et la persécution des minorités religieuses, en particulier le protestantisme. Et c'est pour ça qu'on s'explique que la particularité des Lumières françaises, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, par rapport aux Lumières anglo-saxonnes ou allemandes, la particularité des Lumières françaises, c'est d'être largement structurée par le conflit de la raison et de la foi, ce qui n'est pas le cas ailleurs, ou plutôt le conflit de la raison et du cléricalisme. Alors, je pense que ces trois problématiques sont très structurantes. Et si donc la laïcité n'est pas une exclusivité française, loin de là, il y a bien pourtant une laïcité à la française comme réponse à ces trois problématiques. Finalement,
La spécificité de la laïcité à la française, c'est qu'il s'agit de mettre fin à l'hégémonie du catholicisme sur la société. C'est pourquoi, en France, la laïcisation prime la sécularisation. Si je reviens sur la définition de ces deux concepts qu'il faut bien distinguer. La sécularisation, c'est un phénomène socio-culturel de perte de pertinence du religieux dans la société. La laïcisation, c'est un mouvement d'ordre politique par lequel l'État impose un statut légal aux religieux. Et par exemple, une séparation du politique et du religieux. Dans certains pays, protestants en particulier, comme le Royaume-Uni, la laïcité, on pourrait dire qu'elle suit le processus de sécularisation. Au contraire, en France, c'est la laïcisation qui met fin à l'hégémonie du catholicisme et impose la sécularisation de la société. Alors, il est vrai que dans ce cadre-là, la loi de 1905 relève en réalité d'un pacte laïque ou d'une paix imposée, même si le conflit des deux France ne s'atténue effectivement que dans l'union sacrée de la Grande Guerre. Voilà, j'insiste un peu sur cette idée de la laïcité française par rapport à ce qui marque l'histoire de la France, qui est le catholicisme. C'est peut-être pas assez souligné, cette spécificité. Alors du coup, deuxième point de mon exposé, l'héritage problématique de la loi de 1905. Alors, on pourrait dire que la laïcité, qui a longtemps été objet de conflits, fait partie désormais du patrimoine national français. Elle s'inscrit dans la Constitution de la 4e République, 1946, puis de la 5e République, 1958. Et on lit dans la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tous les mots comptent. République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je note la coexistence de l'expression république et de démocratie. Alors, les tensions dont la laïcité était porteuse ont donc été résolues sur le plan juridique, sur le plan législatif et même constitutionnel. Ces tensions n'en subsistent pas moins sur le plan idéologique. C'est-à-dire que l'héritage de la loi de 1905 se voit ainsi interprété à travers, alors je vais souligner deux grandes oppositions, parmi d'autres, celle de la République de la démocratie et celle d'une vision, je dirais, essentialiste ou historiciste de la laïcité. Je ne prends pas position par rapport à ces interprétations. J'ai évidemment des idées sur la question, mais mon but ici, ce n'est pas de vous dire ce que je pense de la laïcité, mais plutôt d'explorer le paysage. Parce que je pense qu'une des grandes difficultés de l'enseignement de la laïcité, c'est justement qu'il y a des laïcités. Alors, la première opposition, disons république et démocratie, mais on pourrait aussi dire république et communautarisme, etc. Bon, enfin, dans les débats sur la laïcité, la notion de démocratie et de république sont convoquées non plus en tant que régime de gouvernement, mais dans une perspective idéologique et sociopolitique. On le voit chez Claude Nicollet, chez Régis Debray, Catherine Kinsler, etc. Dans cette perspective, et très schématiquement, la démocratie hérite de la philosophie libérale anglo-saxonne, Locke, dont on a parlé, et renvoie à la conquête du droit d'expression dans le pluralisme et la tolérance. On va parler de la tolérance tout à l'heure. L'idée républicaine hérite, elle, des Lumières françaises, on l'a dit aussi,
la liberté de penser n'y renvoie plus seulement au droit d'expression, mais à l'obligation à la fois morale et intellectuelle de s'arracher aux particularités, au particularisme, en vue du bien commun. Rousseau, Montesquieu, etc. est lié donc à une volonté d'émancipation des préjugés, Diderot, Voltaire, Kant, etc. D'où le lien substantiel de la République avec l'école depuis Jules Ferry. Bref, on a du côté de la démocratie la liberté de penser comme loi, comme droit fondamental, et du côté de la République, je dirais, l'exigence de libération de la ou la pensée comme exigence d'émancipation. C'est pas la même chose. D'un côté, la liberté de penser qui est liée à la tolérance dont on a parlé, qui est liée au droit d'expression, et de l'autre côté, avec la République, l'exigence de libérer la pensée, ce qui est plus, c'est-à-dire au fond l'exigence de se libérer des préjugés. Et donc on voit bien, effectivement, comme ça a été dit, le lien entre la République et l'école étant, en France, une institution de la République. On peut même dire que l'école a fait la République, etc., historiquement. Alors, sur le plan politique, la République ne reconnaît que des individus dédiés d'appartenance, alors que la démocratie se fonde sur la coexistence des communautés ethniques ou religieuses. Alors, on pourrait dire que, voilà, et c'est tout le problème. Est-ce que il y a la pensée de la démocratie qui tombe en dehors de la laïcité, et est-ce que la conception républicaine et la laïcité, et ça serait de dire, ben voilà, il y a un dedans, ou bien est-ce que les choses ne sont pas plus complexes et au fond, finalement, les historiens, les philosophes pensent que la loi de 1905 justement essayait d'exprimer une sorte de synthèse entre les deux modèles. Alors, je pose la question. Mon intervention est questionnante. Je n'ai pas de solution. Je dis que c'est peut-être un peu rapide d'exclure, disons, de la laïcité toute interprétation de type démocratique. Bien que je reconnais ce qu'a été dit tout à l'heure, que ce n'est pas la même chose de penser tolérance et de penser, je dirais, libération de la pensée. Hein, voilà. Mais est-ce que la loi de 1905 n'exprimait-elle pas une sorte de synthèse pour les deux modèles? Comment dire, est-ce que la laïcité est exclusivement du côté de la République? Faut-il au contraire penser ensemble, ou essayer d'ajuster République et démocratie comme deux pôles d'un continuum qui définirait l'empan de la laïcité? Question. La deuxième opposition que je voudrais développer, c'est une vision essentialiste de la laïcité par opposition à une vision plus historiciste de la laïcité. Alors j'emprunte, ironie de l'histoire, ces distinctions à un théologien, le père Didier Gonod, un théologien catholique. Mais bon, on prend la pensée là où elle est. Hein, voilà. Alors, pour ce théologien, la laïcité peut être pensée comme soit un concept de la raison pure, dit-il, chez Kant, il faudrait dire plutôt Kant et les néo-kantiens, hein, comme on l'a dit, les néo-kantiens français. Voilà. Alors, soit comme un concept de la raison pure chez Kant, ou comme un concept de la raison historique chez Hegel, Kant et Hegel. Voilà. Alors, c'est un peu schématique, mais je pense que ça traduit quand même un certain nombre d'oppositions dans les débats actuels. Alors, Kant et les néo-kantiens, qui sont effectivement ont travaillé à l'établissement de la laïcité, l'idée de laïcité est liée au projet d'émancipation des
Désormais, chez Kant, on l'a rappelé, la règle morale ne se fonde plus sur la religion, mais sur des impératifs catégoriques que de l'action, impératifs que le sujet se donne à lui-même, il ne veut pas se contredire. Donc, la morale est quelque chose de rationnel, elle est au-dessus de la religion, et elle juge la religion, c'est-à-dire elle peut juger des formes, par exemple, intolérantes, des formes aberrantes de la religion chez Kant. L'État ne peut donc exiger d'obéissance aux lois civiles qu'en assumant la responsabilité d'éduquer la raison morale. D'où le lien structurel entre l'État, la morale et l'éducation. Disons que la laïcité est la condition de possibilité de l'État moderne. Et donc un tel système ne peut être négocié, renégocié, ce serait rompre sa cohérence et détruire son efficacité. Il doit rester le principe exclusif à partir duquel l'État moderne s'affirme comme État rationnel. C'est donc dans sa pureté théorique que se joue le sens de ce concept. Ainsi, la laïcité n'est pas un principe particulier parmi d'autres, elle est la structure globale de l'État moderne. Alors, c'est une conception que l'on va retrouver chez Pennaruiz, chez Kinsler, etc. Une conception donc, que j'appelle anhistorique parce qu'elle tient à la structure même de l'État moderne et elle ne peut pas être négociée. Il y a une propension au singulier, la laïcité. Alors, évidemment, c'est tout à fait intéressant et de lier la laïcité à la structure de l'État moderne, et je ne vais pas remettre ça en question, mais je me demande si cette conception anhistorique de la laïcité fait suffisamment sa part au contexte historique, justement, dans lequel s'exerce la laïcité, s'exerce, par exemple, aujourd'hui, la laïcité. Est-ce que cette conception anhistorique n'interdit pas, justement, de réfléchir sur les contextes actuels et sur l'évolution possible des conceptions de la laïcité, en particulier l'évolution possible de la loi de 1905. Alors, d'un point de vue hegelien, au contraire, comme dit notre théologien, là, dont je suis la pensée, il faut placer les concepts dans l'histoire. Et la laïcité, telle que l'exprime la loi de 1905, n'est qu'un point de stabilisation provisoire des relations complexes entre une nation, en termes hegeliens, c'est-à-dire l'âme d'un peuple, avec sa culture, sa religion, et l'État, c'est-à-dire l'esprit du peuple qui s'exprime comme volonté universelle. De l'autre côté, la nation, c'est-à-dire la religion, la culture, de l'autre côté, l'État, c'est-à-dire la structure politique, etc. Il y a donc souvent un hiatus entre entre l'art, sa culture, etc., et puis ce qui est la structure de l'État. C'est pourquoi la laïcité s'avère à la fois le produit d'une laïcisation qui fonde un État neutre et celui de la sécularisation d'une nation historiquement chrétienne, mais désormais ouverte par nécessité à d'autres cultures, et même d'autres cultures, d'autres cultes aussi, et même à l'incroyance. Dans une telle conception, le concept de laïcité constitue une réponse à des problèmes historiquement situés, réponse qui peut évoluer au fur et à mesure que se posent des problèmes nouveaux. N'oublions pas de dire que la loi de 1905, d'après Émile Poulain, a été retouchée au moins 9 fois. C'est pas quelque chose qui est absolument statique. Alors, c'est un point de vue plutôt hegelien qui soutient pas les propositions de ceux qui, comme Jean Bobéro ou Pierre Manon, sans remettre en question les principes fondateurs de la loi de 1905, c'est-à-dire liberté du culte, refus du théologico-politique et non-discrimination, ça c'est le socle. Sans remettre en question ce socle, réclame un certain nombre
d'accommodement raisonnable. Voilà, c'est la question est d'accommodement raisonnable. En France, la question se pose pour les prières de rue, la privatisation des horaires de piscine, etc., etc. Et puis, voilà. C'est la question des accommodements raisonnables, finalement, qui fait un peu la différence entre, si vous voulez, une conception... alors, je veux éviter, en effet, les qualificatifs d'intolérant, d'ouvert, etc., qui sont des qualificatifs polémiques, mais la diversité des conceptions existe, quelle que soit la façon dont on les considère, dont on les qualifie. Et donc, la question des accommodements raisonnables, effectivement, peut être une sorte de critère de démarcation entre ces deux conceptions de la laïcité. Alors, je rappelle que les accommodements raisonnables, donc ça vient du Québec, ils sont accordés s'ils répondent à 5 critères. La demande est sérieuse, l'accommodement demandé respecte l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, cette histoire d'égalité entre les femmes et les hommes, pas toujours, c'est pas 1905. C'est venu un peu après quand même. Ouais, c'est bon. Alors, le troisième, l'accommodement raisonnable doit aussi respecter le principe de la neutralité religieuse de l'État. Et quatrièmement, il ne représente aucune contrainte excessive. Et cinquièmement, le demandeur a activement participé à la recherche d'une solution. Donc, l'accommodement raisonnable, c'est quelque chose quand même qui, en tout cas, la législation québécoise, est quelque chose d'assez encadré. C'est pas simplement le laxisme, quelquefois, que l'on convoque. Et j'en viens à mon troisième point, la laïcité et l'islam, parce qu'évidemment, tous ces conflits d'interprétation de la laïcité se ravivent quand l'islam devient la deuxième religion de France. L'islam ou l'islamisme expose en effet la laïcité à de nouveaux problèmes. Dans un contexte politique qui est marqué par la crainte du terrorisme, celle du déclin des institutions, etc. Ajoutons que l'islam est porteur d'une culture de mœurs étrangères, toutes ces raisons qui font qu'à la différence du catholicisme qui était bien de chez nous, l'islam questionne de la laïcité en même temps que l'identité française, la sécurité publique. Voilà ce qui ravive les vieilles tensions que la loi de 1905 nous a laissées en héritage. Tu me dis si je... C'est bon. Alors, première tension, la question du théologico-politique et la souveraineté de l'État. La première question, en effet, concerne la séparation du politique et du religieux. Pour beaucoup, l'islam semble lié à une vision théologico-politique incompatible avec la laïcité, dans la mesure où, pour lui, le fondement du pouvoir ne saurait être que divin. Il est vrai qu'à la différence d'autres monothéismes, l'islam n'a pas opéré jusqu'ici d'efforts significatifs de rationalisation théologique, malgré les tentatives d'intellectuels comme Mohamed Arkoum, Rahman, bien d'autres. Il y en a qui ont pensé. Enfin, ça n'est pas traduit dans les multiples associations, etc., qui forment l'islam. Tout le problème est que si l'État souhaite voir évoluer la théologie de l'islam dans le sens de la sécularisation, la loi de 1905 lui interdit d'intervenir dans la sphère religieuse. Pour distinguer par exemple des croyances qui seraient légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Donc le travail théologique, eh bien, c'est l'islam qui devrait le faire. D'un autre côté, les pouvoirs sont toujours tentés par le gallicanisme, où l'islam est soumis aux influences étrangères de pays intégristes. D'où la tentation quelque peu concordataire d'organiser le culte musulman. C'est une tension qu'on voit apparaître ici ou là. En compensation, donc, l'existence de l'égal traitement des religions ne devrait-elle pas conduire à renouveler au bénéfice de l'islam les concessions faites à l'Église catholique par la loi de 1905, en particulier la question de l'entretien des lieux du culte? Ben oui, les mosquées, en général,
ça s'est construit après 1905. Hein. Voilà, donc l'État prépare la cathédrale, mais pas. Alors, faut-il adapter la loi au nouveau contexte religieux, ou n'est-ce pas plutôt aux religions nouvelles de s'adapter à la loi? C'est toute la question qui sépare les interprétations de la laïcité. Alors, le deuxième point là, que je voudrais souligner, c'est la question identitaire. Et là, le débat porte sur les relations entre religion et culture. L'islam semble porteur d'une culture et de mœurs qui bousculent notre identité. La laïcité française s'édifie en effet, je l'ai dit, contre l'hégémonie du catholicisme, mais provient d'une histoire dans laquelle le catholicisme tient une large place. Hein. On rappelle ces mots du général de Gaulle: la République est laïque, mais la France est chrétienne. Bon. Pour certains laïcs, le culturel, le religieux et le politique sont inséparables en islam, de sorte que l'expression des modes de vie étrangers, comme on dit, peut s'interpréter comme la tentative d'imposer la charia. On s'insurge alors contre la présence de la nourriture halal dans les cantines scolaires, tout en défendant, par ailleurs, la présence des crèches dans les mairies de Provence. Autrement dit, quand il s'agit de l'islam, toute habitude culturelle peut être présumée religieuse, voire politique, tandis que pour le catholicisme, ces formes symboliques du cultuel et du culturel peuvent être facilement dissociées. On a un patrimoine historique de la France, chrétien certes, mais séculaire. Autrement dit, la nourriture halal dans les cantines scolaires est insupportable, car elle manifesterait l'incursion du religieux dans l'école, tandis que les crèches, les mairies de Provence, les mairies, n'auraient qu'une signification culturelle et non plus culturelle. Oui. Alors, ça fait problème quand même, parce que il semble bien qu'il y ait deux poids, deux mesures, et on comprend pourquoi, bien sûr, c'est aussi ça, voilà, entre le culturel et le cultuel. Alors, cette crispation est évidemment accentuée avec les affaires du voile, de la burqa, du burkini, etc. Et donc, on voit bien qu'on donne beaucoup d'importance aux habitudes culturelles, à la façon de se vêtir, à la façon de manger, etc. Certains pensent que cette attention est exagérée, parce que on n'arrive pas. Il y a une grande confusion entre le culturel et le culturel. On a oublié que le chanoine de Kir ou l'abbé Pierre venait en soutane à l'Assemblée nationale. On s'imagine aujourd'hui qu'est-ce que ça provoquerait. Et d'ailleurs, bon, il y avait même un député de Dijon, Philippe Grenier, qui venait en Burnous, mais c'était dans les années 1894. Et ça fait quand même beaucoup de remous, il faut bien le reconnaître, même à cette époque-là. Alors, voilà. Toutefois, donc, le problème, c'est de nouveau celui des accommodements raisonnables. Par exemple, l'autorisation de la burqa, etc. Bon, les anglo-saxons ne comprennent pas. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une autre culture, on l'a dit, ils ne comprennent pas pourquoi on se crispe ainsi sur la façon de se vêtir. Mais bon, c'est vrai que là, la limite des accommodements raisonnables, enfin une limite des accommodements raisonnables, c'est toujours, donc c'est difficile à fixer. Et le point d'achoppement étant celui de l'égalité homme-femme, quand même, qui est là. Alors, cette égalité homme-femme, évidemment, on se demande si c'est quelque chose qu'on doit rattacher
à la laïcité aussi. C'est quelque chose de plus vaste qui la déborde. Puisque, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de 1905 est assez muette sur l'égalité homme-femme. Alors, la distinction culturelle et religieuse, c'est une chose, mais il y a une deuxième confusion aussi qui au fond, augmente la difficulté, c'est la confusion du privé et de l'intime. Là aussi, bon, la religion est une affaire au privé, ce qui veut dire, ici, privé, il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de polysémie dans les mots publics et privés dans le droit français. Et voilà. Alors, la religion est une affaire privée, ça signifie, si on suit la loi de 1905 et puis le droit, c'est une affaire privée au sens où elle est censée ne relever que de choix individuels dont l'État ne s'occupe pas. Cela ne cantonne nullement son expression dans l'espace du foyer ou du lieu de culte, comme le prétendent certains laïcs qui voudraient neutraliser la société, la rue, les médias, les mœurs, etc. Autrement dit, le privé, que la religion soit une affaire privée, ne veut pas dire nécessairement qu'elles doivent être reléguées à l'intime. Normalement, en droit français, la religion peut s'exprimer sur la place publique, dans les médias, des médias qui sont consacrés à ça, sous condition de respecter l'ordre public. Donc, la confusion, souvent faite entre le public et l'intime. Et puis, pour ajouter encore une dimension, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, se fait entendre aujourd'hui l'appel à une spiritualité laïque. Enfin, c'est vrai que ça n'est que reprendre une attitude qu'avaient les républicains de l'époque de la loi de 1905, puisque au fond, la plupart de ces républicains étaient à la recherche aussi d'une spiritualité. On pense à Ferdinand Buisson, on pense à bien d'autres, à Barny, etc., les néo-kantiens. Donc, cette idée de spiritualité laïque n'est pas nouvelle, mais elle renaît aujourd'hui. On pense à Vincent Payon, on pense à l'idée de religion civile, qui évoque celle de Ferdinand Buisson, dans le prolongement du protestantisme libéral. La droite n'est pas en reste, on l'a rappelé aussi, avec l'idée d'une laïcité positive, etc. Voilà, alors, pour terminer, je dirais que je reprendrai un petit peu la synthèse de Jean Bobéro avec son fameux triangle de la laïcité, qui me paraît bien refléter l'héritage problématique que nous laisse la loi de 1905. Il y a finalement cet espace laïque est tiraillé entre trois principes, dit Jean Bobéro. Le principe de laïcisation, celui de la liberté de conscience et celui de l'égalité des droits. Voilà, c'est ce qu'il appelle le triangle de la laïcité. Alors, du côté de la laïcisation, s'exprime le souci, souvent gallican, d'un contrôle du culte islamique, ainsi qu'une volonté diffuse de laïcisation de la société. Ça, c'est une première tendance. Du côté de la liberté de conscience, on note une exigence de plus en plus grande de liberté d'expression, inspirée d'un régime de tolérance à l'anglo-saxon, tolérance, voilà, ainsi que la réaffirmation d'un droit à l'expression publique des religions, et même de toutes sortes de formes individuelles de religiosité, des religiosités à la carte. Pourquoi pas ma religion, ma spiritualité à moi, etc. Et pourquoi pas à s'exercer aussi. Enfin, du côté de l'égalité ou de l'inégalité, eh bien, on observe d'une part l'émergence d'une catho-laïcité, qui au fond,
brouille la distinction entre le culturel et le cultuel et le religieux, tandis que par ailleurs, s'affirment des minorités, et des minorités religieuses qui réclament l'exercice du culte, qui réclament aussi la promotion de leur culture propre et de leurs mœurs, hein, de leurs habitudes. Voilà, le nouveau paysage de la laïcité, qui exige en tout cas, hein, comme le demandait Régis Debray, le passage d'une laïcité d'incompétence, le religieux ne nous regarde pas, à une laïcité d'intelligence. Il faut le comprendre. La question de savoir si ce paysage impose ou non une nouvelle révision de la loi de 1905 se pose certes, mais dans un climat idéologique tumultueux, où chacun se réclame de la laïcité pour dénoncer les formes inauthentiques qu'elle revêt, ce qui complique votre tâche d'enseigner la laïcité, les laïcités. La seule chose que je voudrais dire, c'est que si, en me rattachant à Condorcet, la laïcité ne peut être enseignée comme un dogme. Elle doit être enseignée de manière critique, mais de manière critique, ça veut dire qu'on doit comprendre d'où elle vient et à quel problème elle répond, et se poser la question pour savoir si elle répond toujours, telle qu'elle a été définie à un moment donné, à tous les problèmes qui sont posés par la société contemporaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Fabre, pour avoir mis effectivement de la complexité un peu plus encore dans la réflexion, après la complexité des sources, la complexité des usages. Est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent non, pas de questions distancielles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je vais avoir une question en attendant que d'autres arrivent sur la notion de démocratie que tu as utilisée, en la rattachant dans la définition à son opposition à la République. Est-ce qu'on ne pourrait pas complexifier aussi les choses de ce point de vue-là, en ouvrant au moins deux concepts de démocratie, celui que tu utilisais et qui au fond le concept libéral de démocratie, et une démocratie rattachée au concept d'égalité, celle justement à laquelle fait référence Buisson dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire lorsqu'il définit la laïcité, quand il parle d'aspiration démocratique. On est dans une conception très républicaine, peut-être de la laïcité articulée à l'idée d'une société, d'une communauté des égaux, des citoyens égaux. Oui, alors tout à fait. Alors, pour complexifier les choses encore, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé le pragmatisme américain, et chez Dewey, par exemple, on trouve tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire on trouve une conception de la démocratie qui, comment dirais-je, qui est fondée explicitement chez lui sur la devise républicaine française, c'est-à-dire égalité, liberté et fraternité. Et c'est lui, et c'est ça qui, donc pour lui, fonde la démocratie. Donc les choses sont souvent beaucoup plus complexes que les schémas, les oppositions stériles. Et Dewey ajoute qu'au fond, la pensée politique démocratique n'est que la sécularisation de la parole évangélique. Donc, finalement, qu'on retrouve l'éthique évangélique dans la démocratie. Donc, voilà, les choses sont très complexes, et c'est pourquoi ces oppositions, voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut peut-être essayer de se débarrasser
de schématisme et d'opposition qui certes sont des oppositions courantes, mais qui masquent quand même la complexité des choses. Oui, Isabelle, une question. Vous avez évoqué le principe de laïcisation. Je trouve ça très important. Il s'agit d'un principe. Oh, alors, le principe de laïcisation, oui. Le processus de laïcisation, plutôt, ça serait, bon, voilà, j'évoquais l'acte politique de la séparation des sphères religieuses. Et voilà, il n'y a pas de principe, voilà, une erreur d'expression. C'est un processus de sécularisation, de laïcisation qu'il faut bien distinguer du processus de sécularisation. C'est ce que je voulais dire. Hein, voilà. Et je pense que la laïcité à la française peut s'expliquer par l'importance qui prend le processus de laïcisation par rapport au processus de sécularisation, par rapport à des cultures, par exemple, anglo-saxonnes. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors, on va remercier Michel Fabre.